Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question de la nouvelle Nissan Sentra, de la Honda Prelude, du Jeep Gladiator et je parlerai également de l'utilisation d'une voiture électrique aux îles de la Madeleine. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle est la nomenclature qu'on a utilisée pour renommer la Chrysler Neon en 2003 et 2004 sur le marché canadien uniquement? Bien, la réponse, c'est la Dodge SX 2.0, un nom qu'on a oublié rapidement. Chrysler Canada avait décidé de renommer la Néon parce que la voiture avait piètre réputation. Mais évidemment, on n'a pas su flouer la clientèle de façon très efficace parce que la voiture était essentiellement la même. Et aux États-Unis, on avait gardé le nom Néon. Alors, la SX 2.0 a existé que pendant 2 ans, en 2003 et 2004. On avait aussi la Dodge SRT4 qui était le modèle de performance. Tout ça a été abandonné en fin d'année 2004 et 2 ans plus tard, bien, on revenait avec une nouvelle compacte qui était la Caliber, qui a été un autre échec commercial, une voiture dont la qualité était déplorable. Et ce fut la dernière voiture compacte de Dodge vendue au Canada et aux États-Unis parce que du côté du Mexique, on a continué à vendre sous licence des voitures Dodge sous-compactes, notamment la Dodge Attitude, qui était essentiellement une Hyundai Accent rebaptisée et ensuite une Mitsubishi Mirage G4 rebaptisée. Évidemment, des voitures qui n'ont pas été vendues au Canada et aux États-Unis et Dodge, depuis, ne vend que des véhicules passablement musclés, en l'occurrence le Dodge Durango qui reçoit de série un moteur V8 pour 2026. Sinon, bien, la nouvelle Charger électrifiée, mais qui aura également droit à une motorisation à essence d'ici quelques mois. Je veux maintenant parler de l'utilisation d'une voiture électrique, évidemment aux îles de la Madeleine, en raison de cette citation du député Joël Arsenault, député péquiste des îles de la Madeleine, qui a mentionné être très fier de conduire une voiture électrique là-bas, dit avoir redécouvert le plaisir de conduire au volant d'une voiture électrique, ce que je peux comprendre, ça va. Mais mon problème avec sa citation, c'est que le geste se veut environnemental de sa part et c'est un échec lamentable parce qu'évidemment, l'utilisation d'une voiture électrique aux îles de la Madeleine, c'est une catastrophe. On sait qu'aux îles de la Madeleine, pour produire de l'électricité, on brûle entre 60 et 80 000 litres de mazout quotidiennement pour alimenter une population d'à peu près 12 000 personnes. Alors, imaginez l'impact de recharger une voiture électrique aux îles de la Madeleine en brûlant du mazout comme si on consommait 4-5 fois plus qu'un VUS à essence. Bien, c'est ça l'impact d'utiliser une voiture électrique aux îles de la Madeleine. Et je pense que le fait qu'il ait voulu faire un geste politique par le fait de conduire une voiture électrique là-bas, bien, on l'échappe complètement parce que c'est l'effet inverse. Une voiture électrique aux îles de la Madeleine, jusqu'à ce qu'on amène un câble d'alimentation là-bas, comme on le fait actuellement en Nouvelle-Écosse, bien, c'est tout simplement pas viable sur le plan environnemental. C'est même drôlement pire que de conduire un Cadillac Escalade à moteur V8 suralimenté. Ça vous donne une idée. Deuxième point dont je veux souligner, c'est la fermeture imminente de la station de ravitaillement d'hydrogène qui est située à Québec sur le boulevard Wilfrid Hamel et qui est évidemment en fonction dans une station-service Arnois. On avait signé à l'époque une entente avec le gouvernement du Québec pour l'ouverture de cette station de ravitaillement parce que le gouvernement du Québec avait acheté 50 Toyota Mirai fonctionnant à hydrogène, un geste qui se voulait politique à l'époque. On a rapidement réalisé que ce n'était pas viable. On a eu des problèmes de fiabilité, de ravitaillement. Ces voitures-là ont pratiquement jamais roulé dans la ville de Québec. Et on s'est débarrassé de ces voitures-là pour une fraction du prix qu'on les avait payées parce qu'évidemment, vous aurez compris que des Toyota Mirai, à l'époque, ça se vendait pour environ 60 000 $ et elles se sont liquidées récemment à des sommes inférieures à 10 000 $ à l'encan. Certaines de ces voitures-là ont pris le chemin des États-Unis ou de la Colombie-Britannique où on a des stations en plus grand nombre, mais quelques-unes d'entre elles ont été achetées par des individus qui demeurent dans la région de Québec et qui se sont dit que c'était des voitures intéressantes à rouler pour de petits trajets et qu'on pouvait se ravitailler évidemment à la station-service Arnois. Or, le problème, c'est que Arnois fermera cette station le 5 octobre prochain et que désormais, ces voitures-là ne pourront tout simplement plus être utilisées
dans la province de Québec parce que c'était la seule station de ravitaillement ouverte au public dans la province de Québec. Alors, il faudra pour ces quelques dizaines de propriétaires, 49 au total, selon les dires de la Société de l'assurance automobile du Québec, il faudra vendre ces voitures-là, s'en débarrasser. Et la façon de faire, ce sera de les vendre en Colombie-Britannique ou là-bas, il y a une possibilité d'utilisation qui est encore intéressante, alors que chez nous au Québec, il n'en est plus. Évidemment, en posant la question à la Société de l'assurance automobile du Québec quant à la quantité de voitures à hydrogène qui étaient immatriculées chez nous, on m'a fourni quelques informations intéressantes sur les chiffres des différents types de véhicules qu'on retrouve chez nous au Québec et je vous les donne. Au 30 juillet dernier, 5 298 095 véhicules étaient immatriculés au Québec. De ce nombre, 4 722 066 véhicules étaient dotés d'un moteur à essence traditionnel, 79 953 avec mécanique diesel, 139 252 véhicules étaient dotés d'une motorisation hybride, 105 044 véhicules étaient des hybrides rechargeables et 249 897 véhicules étaient des 100% électriques. 49 véhicules seulement étaient dotés d'une motorisation à hydrogène. Alors, ça vous donne une idée du parc automobile actuel qu'on retrouve au Québec. Les électriques sont en hausse. Les modèles à essence sont en hausse aussi. Il y a une bonne demande de ce côté-là. Les hybrides rechargeables connaissent un regain de popularité, mais évidemment, les diesels, c'est pas nécessairement le cas. Quoique, dans la dernière année, il y a eu une augmentation des ventes, probablement parce que plusieurs acheteurs se sont procurés des VUS diesel du côté de chez General Motors. Ça peut expliquer la chose. Mais bref, il y aura un rééquilibrage du type de motorisation qu'on achète en quantité chez nous au Québec parce que les hybrides ont un regain de popularité, les électriques voient leur vente ralentir, les hybrides rechargeables légèrement aussi, on comprend pourquoi, mais ce qui est le plus marquant, c'est qu'il y a environ 5 300 000 véhicules d'actuellement immatriculés au Québec. Ça fait beaucoup de voitures pour une population d'un peu plus de 8 millions d'habitants. Un mot rapide maintenant sur le Jeep Gladiator. On a appris cette semaine que la version 4XE qui devait éventuellement arriver ne sera finalement jamais produite. Hybride rechargeable, on a d'autres projets chez Stellantis, notamment avec une camionnette intermédiaire du côté de chez Dodge. Et on verra ce qu'on fera évidemment avec le Gladiator, mais qui est un véhicule en perte de vitesse. Est-ce qu'on le redessinera prochainement? Est-ce qu'on modifiera l'offre mécanique? À suivre, on sait qu'on proposera un moteur V8 392 pouces-cubes sur le marché américain, mais chez nous, ça ne sera pas offert. Alors, pas de version hybride rechargeable pour le Gladiator 4XE. On sait qu'il y a certains acheteurs qui attendaient l'arrivée de ce modèle-là pour se le procurer, mais ça n'arrivera pas. Un mot maintenant sur la Sentra 2026. On a vu les premières images débarquer cette semaine. La déception, évidemment, c'est la motorisation. Un seul moteur 2 litres avec transmission CVT. On élimine sans surprise la boîte manuelle. 3 niveaux de finition, S, SV, SR. Les images qu'on a vues, c'est la version SR à saveur plus sportive, mais les performances ne seront pas très impressionnantes puisqu'on conserve le moteur 2 litres qu'on connaît déjà. Ce qui est décevant parce qu'on sait qu'il y a plusieurs véhicules dans ce segment qui proposent des versions de performance, notamment du côté des Coréennes où on a des moteurs turbo compressés, la version GT de la Kia K4 ou la version N-Line de l'Elantra, entre autres. Civic SI, évidemment, on a une version de performance et Volkswagen propose la Jetta GLI. Alors, dommage que Nissan ne propose pas une motorisation turbo compressée dans sa Sentra, même si je ne suis pas un adepte du moteur VC turbo qu'on retrouve notamment sous le capot du Rogue, mais ça aurait pu bien faire dans une Sentra à saveur plus sportive. Malheureusement, on ne propose pas ça. Et l'autre déception, c'est qu'il n'y a pas non plus de motorisation hybride. Dommage, puisque la majorité de la compétition va proposer prochainement des motorisations hybrides. On le propose dans la Corolla, dans la Civic, dans l'Elantra, et on sait que ça arrivera chez d'autres joueurs. Alors, je pense que Nissan manque un peu le bateau en ne proposant qu'une seule motorisation. On aura peut-être un gain en popularité parce qu'il y a un effet de nouveauté sur cette nouvelle génération de Sentra qui est certainement plus moderne, mais mécaniquement parlant, on reste sur notre appétit. Je
vous parle maintenant de la Honda Prélude parce que cette voiture-là m'a impressionné. Je vous l'ai présentée un peu plus tôt cette semaine sur le site du Guide de l'Auto en vidéo comme en article. Ma déception toutefois, c'est sa disponibilité. On nous a dit chez Honda que seulement quelques centaines d'unités allaient être offertes sur le marché canadien en 2026, un nombre équivalent à celui du nombre de de Civic Type R vendus sur notre marché. Alors, on se demande quelle est la réelle intention de Honda avec le coupé Prélude. Est-ce qu'on veut réellement en vendre ou est-ce que c'est uniquement une image de marque qu'on amène sur le marché canadien? Et puisque cette voiture-là est fabriquée au Japon, on n'a pas d'intention d'en vendre énormément. Est-ce que ça sera la même chose qu'avec l'Insight ou avec la Clarity qu'on a vendu en très petite quantité sur notre marché? À suivre, mais espérons que Honda révisera ses chiffres et aura une réelle intention de vendre cette voiture-là qui devrait se vendre entre 45 et 50 000 $ canadiens. À suivre au niveau du prix, ça sera dévoilé d'ici quelques semaines. Également, je souligne le décès cette semaine, malheureusement, de Tom Matano, qui est le père de la Mazda MX-5 Miata, celui qui avait dessiné la première génération de la Mazda Miata qui avait été lancée en cours d'année 1989. Eh bien, il est décédé à 76 ans dans la ville de San Francisco la semaine dernière. C'est un homme qui m'avait énormément impressionné. J'avais pu le rencontrer une fois lors du dévoilement de la troisième génération de la Mazda MX-5 et c'est à ce moment-là qu'il m'avait parlé du design de la RX-7 de troisième génération qu'il avait également réalisé. Une des voitures les plus belles jamais construites du côté du Japon, à mon avis. Alors, un salut à M. Tom Matano qui nous a quittés à l'âge de 76 ans. En terminant, question de la semaine, quelle voiture Mitsubishi n'a été offerte que pendant 1 an sur le marché canadien avant d'être définitivement abandonnée? Réponse la semaine prochaine.